Je m'appelle Suzanne Harper, j'ai 29 ans et je suis conseillère financière chez Harper Wealth Fund à Spokane, Washington. Avec dévouement et expertise, j'ai payé chaque détail de la salle de bal de l'hôtel Davenport, des arches florales sophistiquées aux lumières scintillantes et à la table impeccablement dressée, tout pour le grand jour de ma sœur. En entrant dans la réception, le bruit de mes talons résonnant sur le sol ciré, j'espérais trouver ma place parmi la famille. Mais il n'y avait ni chaise, ni carte avec mon nom dessus. Mes parents ont échangé des regards et ont ri. Oups, on dirait que nous avons mal compté. La salle entière éclata de rire, tandis que les invités chuchotaient et me regardaient d'un air moqueur. Je sentis ma poitrine se serrer, mais je me forçai à sourire, roulant une dernière fois mes yeux sur les tables. Il n'y avait pas d'erreur, j'avais été effacée. La douleur de ce rire était plus coupante que n'importe quel mot. J'avais dépensé chaque centime ce soir-là, et pourtant j'étais là, un étranger au mariage de ma sœur. L'excuse boiteuse de mes parents, ce « oups », mal compté, arrogant, résonnait dans ma tête. J'ai serré les poings, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, on dirait que je ne fais pas partie de la famille. J'ai tourné le dos et je suis partie, laissant derrière moi l'écho d'un rire qui allait bientôt se taire. À ce moment-là, j'ai juré de faire quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais, quelque chose qui figerait ce sourire de supériorité sur leur visage. La suite les a laissés sans voix, mais c'est une histoire qu'il faut suivre pour comprendre comment j'ai transformé leur dérision en pur choc. Si vous vous êtes déjà senti exclu par votre propre famille, laissez votre commentaire. Appuyez sur abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre. Faites-moi confiance, vous ne voudrez pas manquer ce qui s'en vient. Pour comprendre pourquoi ce moment m'a détruit, il faut connaître ma famille. En grandissant, Julia Harper et moi étions inséparables. De 3 ans de plus, elle était mon monde, lumineuse, époustouflante, toujours au centre de l'attention. À 7 ans, je l'ai suivie dans son jardin de Spokane, imitant ses sauts périlleux, empruntant ses barrettes étincelantes. Elle a ri en me tressant les cheveux, m'apprenant comment convaincre les professeurs avec le sourire. Ensemble, nous avons réussi nos devoirs, construit des forts de couverture et partagé des secrets sous les étoiles. Je l'ai idolâtrée, prenant toujours du recul pour la laisser briller. Si elle voulait le dernier cookie, je le lui donnerais, me sentant comblée lorsqu'elle me serrait dans ses bras. Julia était mon héroïne et moi, son ombre fidèle. Mais les choses ont changé quand nous avons grandi. Ronald et Diane Harper, mes parents, ont commencé à nous traiter différemment. À 16 ans, Julia a reçu une nouvelle garde-robe pour la finale de l'équipe de débat, financée par le salaire de mon père. J'ai hérité de ses vêtements usagés. Mes demandes de fournitures artistiques ont été ignorées et considérées comme absurdes. La finance n'est pas une vraie carrière, disait ma mère lorsque je parlais d'investissement, ma passion depuis le lycée. Le parcours de Julia dans la publicité, c'est pratique. Ils étaient fiers lorsqu'elle présentait ses idées, même si ses projets tournaient mal. À l'université, les échecs de Julia, les campagnes pour les startups locales qui ont échoué lui ont valu de l'argent de mon père pour acheter des sacs à main de créateurs. Mes économies grâce au petit boulot? Invisibles. Je les entendais se vanter de son potentiel lors des dîners de famille, tandis que mes boas obtenaient tout au plus un signe de tête. La carrière de Julia a commencé à s'effondrer très tôt. Un argument publicitaire important s'est avéré un désastre lorsque la cliente a qualifié son travail de « bâclé », ce qui a coûté un gros contrat à l'agence. Pourtant, mes parents l'ont soutenue, louant sa détermination et couvrant ses factures en retard. Ma passion pour la finance y a reçu du scepticisme. À 19 ans, j'ai montré à mon père un projet de portefeuille d'actions, en espérant qu'il verrait mon ambition. Médecin, il valorisait la prévisibilité et fronça le nez, c'est trop risqué, Suzanne. Pendant ce temps, Julia a reçu de l'argent pour une idée de campagne qui n'a jamais vu le jour. Les inégalités me faisaient mal, mais je m'accrochais à la conviction que la famille passe avant tout. J'ai essayé de me rapprocher de Julia, désespérée de retrouver la complicité de l'enfance. J'ai envoyé des messages proposant de l'aide pour analyser les budgets des clients grâce à mes connaissances en finance. Elle m'a congédié d'un air de supériorité, pas besoin, petite sœur.
Mes parents adoraient sa confiance, aveugles à ses échecs répétés. Mes réalisations une bourse, mon premier client sont passés inaperçus. Ils l'ont qualifié de « visionnaire », tandis que j'ai reçu un « félicitations » distrait. Malgré cela, j'ai continué à envoyer des cartes, à inviter Julia à déjeuner, en espérant qu'un jour il reconnaîtrait ma valeur. Cet espoir me maintenait prisonnier, même si je me sentais comme un étranger dans ma propre famille. La distance n'a augmenté que lorsque nous avons atteint le début de la vingtaine. La carrière de Julia a continué de s'effondrer, une autre campagne ratée, une autre promotion perdue, mais mes parents ont continué à la sauver. Ils l'appelaient « notre star », tandis que mes stages dans des sociétés financières et mes nuits blanches à étudier les marchés étaient ignorés. J'ai partagé mes victoires, une subvention, un client important, et j'ai reçu un « c'est super, chérie », sans enthousiasme. Les trébuchements de Julia, cependant, sont devenus des « expériences d'apprentissage ». Je me sentais comme un intrus dans ma propre maison, mais je m'accrochais à l'idée que les familles se soutiennent mutuellement. Je n'arrêtais pas d'inviter Julia à prendre un café, d'envoyer des cadeaux à mes parents, de garder la porte ouverte. Au fond, je croyais qu'un jour, il m'apprécierait. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point j'étais naïf. Le favoritisme n'était pas seulement injuste, c'était un fossé qui nous éloignait de plus en plus. Julia absorbait toute leur admiration, tandis que je me battais pour obtenir des miettes d'approbation. J'ai continué à essayer, à espérer, mais les fissures étaient déjà là, sur le point de se briser. Après l'université, j'ai tracé ma propre voie. À 29 ans, j'ai fait de Harper Wealth Fund une puissance sur la scène financière de Spokane. Mon bureau grouillait de clients entrepreneurs locaux, familles planifiant leur retraite, tous confiants dans mon travail pour multiplier leurs richesses. J'ai conclu un accord avec une start-up technologique, doublant l'investissement en un an, et j'ai été présenté dans le Spokane Business Journal en tant qu'innovateur du secteur. J'ai donné des conférences, guidé de nouveaux consultants et vu le nom de mon entreprise illuminer l'horizon de la ville. Chaque nuit passée à analyser les marchés était une victoire, la preuve que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour briller. Lorsque Julia a annoncé ses fiançailles avec Kenneth, j'ai vu une opportunité de réparer notre lien brisé en aidant au mariage. Un après-midi d'automne, ma mère m'a appelé d'une voix aiguë, « Le mariage de Julia aura lieu à l'hôtel Davenport. Vous paierez. » J'ai accepté, pensant que ma contribution me gagnerait enfin le respect. En tant que consultant financier, je me suis occupé du débarras de la salle de bal, célèbre pour ses lustres en cristal. Je me suis lancé dans l'organisation, j'ai trié sur le volet des pêches roses pour les centres de table, correspondant au thème romantique de Julia. J'ai sélectionné des lumières chaudes pour créer une lueur dorée sur les tables. Chaque décision était comme un pont pour retrouver ma place dans la famille. Mais ils avaient d'autres projets. Mes parents et Julia ont choisi l'hôtel Davenport comme lieu et ont rassemblé une liste de 200 invités, cousins éloignés, collègues de travail, tous présents pour assister à la grandeur de l'événement. Ils étaient ravis des préparatifs. Ma mère se vantait d'être l'endroit idéal pour ses proches. Mon père a loué les connaissances de Julia pour choisir les bonnes personnes. Mon rôle, jouer toute la réception et définir la décoration, est passé inaperçu. J'ai envoyé un texto à Julia, enthousiasmée par les pêches que j'avais choisies. D'accord, répondit-elle sèchement. J'ai suggéré d'ajuster la liste pour contrôler les coûts. Ma mère m'a coupé la parole, Julia, c'est qui compte. Leur attention restait tournée vers elle, inébranlable dans leur fierté. Et moi, encore une fois, j'étais invisible. Je ne le remarquerais pas. Cela ne ferait aucune différence. Un peu. Comme si 200 000 $ n'étaient que des miettes de mon travail, comme si des années de dévouement au Harper Wealth Fund valaient moins que son caprice pour une maison à Seattle. Comme si mon nom n'était qu'une signature à falsifier, mon effort n'était qu'un chèque en blanc pour les rêves des autres. Vous l'avez trouvé, ma voix coupait l'air, glaciale. Tu pensais que je ne le remarquerais pas. Tu pensais que je continuerais à tout payer en souriant pendant que tu me vidais. Ce n'était pas seulement l'argent, Julia. C'était la table du mariage. C'était chaque « merci à Julia » pendant que je réglais les lumières, payais les factures, noyé dans des détails que personne ne voyait.
C'était mon visage idiot, croyant que si je donnais tout, j'en serais enfin assez. Elle recula, comme si mes paroles étaient des gifles. Le bureau, autrefois impeccable, semblait soudain trop petit pour en contenir la pourriture. Nous allions te rembourser, murmura-t-il, les doigts blancs autour du stylo. Nous avions juste besoin de temps. Le temps, répétai-je en riant sans humour. En même temps tu as dû m'exclure de la famille? Rire de mes messages sur les budgets, m'effacer comme si j'étais un détail gênant? Tu n'avais pas besoin de temps, Julia. Il leur fallait un bouc émissaire. Et comme toujours, j'étais l'idiot qui s'était porté volontaire. J'ai poussé les papiers vers elle, les preuves se dispersant sur la table comme des lettres marquées. Ce n'est pas seulement une dette. C'est un crime. Ce n'est pas moi qui paierai pour ça. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Peut-être pour la première fois de sa vie, Julia Harper n'avait pas de réponse toute prête, un sourire charmant ou une excuse bien répétée. Seul le poids de ce que j'avais fait restait ouvert entre nous. La maison à Seattle, continuai-je en me penchant en avant. Les faux contrats de votre agence. Dette de jeu. Tout cela va atteindre son paroxysme. Et quand tu le verras, Julia, ce ne sera pas seulement mon argent que tu perdras. Ce sera la réputation, les clients, la façade familiale parfaite que vous aimerez tant montrer. Ses yeux brillaient, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. Ils étaient paniqués. La même panique que j'ai vue sur le visage de ma mère lorsque j'ai annulé le contrat de mariage. Le même qui a fait s'étouffer mon père avec son champagne. Tu ne ferais pas ça, murmura-t-il, la voix tremblante. Nous sommes une famille. Famille, le mot me brûlait la bouche. La famille ne vole pas. Ne trichez pas. Ne laissez pas votre sœur en dehors de votre propre mariage après qu'elle ait tout payé. Tu as choisi ce que tu étais il y a longtemps, Julia. Aujourd'hui, je choisis aussi. Je me suis détournée avant qu'elle puisse répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Les preuves étaient là, froides et irréfutables. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui mendiais pour une place à table. C'est elle qui décidait qui serait exclu. Julia a toujours pensé que je lui devais quelque chose. Cela devrait. Les mots résonnaient comme une gifle, sèche et cruelle. Je me suis penchée en avant, d'une voix aussi ferme que de l'acier trempé. J'ai payé ton mariage, Julia. J'ai choisi les fleurs, les lumières, chaque détail. Et tu ne m'as même pas laissé de place à table. Maintenant ça. Ses yeux rencontrèrent les miens, une lueur de défi vacillant à la surface. Toujours la bonne sœur, Suzanne. Le parfait. Nous avions juste besoin d'un petit coup de pouce. Je secouai la tête, la douleur se transformant en quelque chose de plus dur, de plus coupant. Ce n'est pas une poussée. C'est du vol. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la porte se fracassa contre le mur. Mes parents ont fait irruption dans le bureau, le visage rouge de précipitation, de fureur. Que faites-vous ici? A demandé ma mère, sa voix tranchante comme une lame. Mon père me regardait, sa blouse de médecin froissée, les yeux injectés de sang de colère. Tu as déjà gâché le mariage. Maintenant, ça? Je serrai les papiers plus fort, le poids des preuves étant comme du plomb dans mes mains. Ils m'ont volé. Ils ont contrefait ma signature. 200 000 $. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent, mais son ton s'adoucit lorsqu'elle se tourna vers Julia. C'est vrai, chérie? Julia hocha la tête, les larmes coulant comme si elles étaient sincères. C'est à ce moment-là que mon père a explosé. Tu es égoïste, Suzanne. Vous faites toujours tout tourner autour de vous. Julia est ta sœur. Elle avait besoin d'aide. Ma mère s'est jointe au cœur, le doigt pointé en signe d'accusation. Vous avez gâché sa journée en annulant la salle devant tout le monde. Et maintenant tu l'accuses? La famille se soutient. Soutien. Le mot tomba comme un coup de poing. Le soutien ne me laisse pas en dehors du mariage pour lequel j'ai payé. Ce n'est pas ignorer des années d'efforts. Il ne s'agit pas de défendre un voleur. Le visage de mon père se tordit. Vous êtes ingrat.
Julia est en difficulté et vous êtes trop occupé avec vos jeux d'argent pour vous en soucier. Ma mère hocha la tête, les yeux glacés. Tu lui as brisé le cœur avec cet acte. Nous l'avons mieux élevé que ça. Ces paroles faisaient toujours écho au même schéma, Julia, la victime, moi, le méchant. J'ai senti la colère bouillonner, mais ma voix était calme, mortelle. Tu m'as mieux élevé que de voler ta propre fille. Mon père s'avança d'une voix basse et menaçante. Tu vas le regretter, Suzanne. Nous sommes une famille. Je l'ai regardé, sans cligner des yeux. Nous ne le sommes plus. Je me tournai vers Julia, qui détourna le regard, embarrassée pour la première fois. Gardez l'argent. Mais ils sont seuls maintenant. La porte claqua derrière moi, étouffant ses cris. Sur le parking, Nathan attendait dans la voiture, le visage sérieux. Ce qui s'est passé? Je me glissai sur le siège passager, les papiers toujours serrés dans ma main. Ils l'ont admis. Et ils se sont défendus. Il démarra le moteur, la tension dans l'air presque palpable. Et maintenant? J'ai regardé le chemin à parcourir, la détermination se solidifiant en moi comme du ciment. Nous en avons fini avec ça. Son prochain geste était désespéré. Quelques jours après la confrontation, des rumeurs ont commencé à circuler dans les milieux d'affaires de Spokane. Un client a appelé, la voix tendue, disant qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles j'avais détourné des fonds de Harper Wealth, injectant de l'argent dans des entreprises risquées. Un autre a envoyé un email, citant des préoccupations éthiques. J'ai suivi les rumeurs sur un forum en ligne, anonyme, mais débordant de détails que seule une personne très proche pouvait connaître, ma liste de clients, mes affaires récentes. Puis un journal local a reçu un rapport, des accusations selon lesquelles j'avais falsifié des dossiers. La provenance? Un email lié à Kenneth, transférant un fil de messages depuis l'ordinateur de travail de Julia. Ils essayaient de brûler ma réputation. Détruisaient l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces, brique par brique, nuit après nuit. J'étais assis dans mon bureau, regardant les accusations, mes mains tremblant non pas de peur mais d'une fureur si pure qu'elle me brûlait. Harper Wealth était ma vie. Julia et Kenneth pensaient pouvoir le démonter juste pour sauver leur peau après avoir été pris en flagrant délit. J'ai appelé Nathan, ma voix ferme malgré l'agitation en moi. Ils s'en prennent à mes affaires. Il est arrivé en moins d'une heure, ordinateur portable ouvert, les yeux aiguisés comme des lames. Ce sont des amateurs, a-t-il déclaré en dressant une piste d'audit numérique. Nathan surveillait mes comptes depuis le mariage, anticipant des représailles. J'ai trouvé un état financier falsifié, estampillé du logo de mon entreprise, envoyé à un client clé depuis une adresse IP liée au siège social de Kenneth. C'est un piège, a-t-il expliqué. Ils prétendent que vous avez surestimé vos bénéfices pour gonfler vos comptes. Il a creusé plus profondément, recoupant les métadonnées et suivant les serveurs. Tout a conduit à l'agence de Julia, où elle avait utilisé l'ordinateur de l'entreprise pour rédiger le faux document. Nathan a découvert une chaîne de mails entre elle et Kenneth, prévoyant de divulguer les allégations à mes clients et à un organisme de réglementation. Il parie que vous garderez le silence, dit-il en me tendant une clé USB contenant les preuves, capture d'écran, horodatage, journaux IP. J'ai pressé l'appareil dans ma paume, la détermination durcissant comme du granit. Cette fois, ils avaient tort. Le travail de Nathan lui a sauvé la vie, la preuve que ces mensonges ne fonctionneraient pas. J'ai passé la semaine suivante à protéger ma défense. J'ai rencontré Claire, l'avocate de mon cabinet, une femme pointue spécialisée dans les litiges financiers. Elle examina le témoignage de Nathan, hochant la tête tandis qu'elle feuilletait les pages. C'est à l'épreuve des balles, a-t-il déclaré. La contrefaçon est traçable et l'intention est claire. J'ai extrait tous les dossiers de Harper Wealth, contrat client, déclaration de revenus, journaux d'audit, pour m'assurer que chaque transaction était impeccable. Mon équipe a travaillé tard, examinant les portefeuilles pour réfuter tout examen minutieux. J'ai contacté des clients clés, leur expliquant les fausses accusations et partageant l'évaluation juridique de Claire. La majorité est restée à mes côtés, la confiance bâtie au fil des années de résultats n'a pas été ébranlée si facilement.
L'un d'eux, propriétaire d'un restaurant, a envoyé un texto: Je te connais, Suzanne. Ça sent la vengeance? Je ne craque pas. Mon entreprise étant en sécurité, je me suis tournée vers les actions de Julia. Ces faux contrats publicitaires et ces dettes de jeu découverts par Nathan n'étaient que la pointe de l'iceberg. J'ai engagé un détective privé pour fouiller dans les finances de son agence, soupçonnant d'autres fraudes. Ce qu'il a découvert était pire que ce que j'imaginais: des factures gonflées envoyées aux clients, des paiements détournés vers des comptes offshore pour couvrir les pertes de Julia. J'ai constitué un dossier: relevé bancaire, faux contrat, relevé de dette, chaque document, une arme. Chaque page, une manière de dévoiler qui elle était réellement, bien au-delà du scandale du mariage. J'ai rédigé une lettre adressée au conseil d'administration de son agence détaillant ses actes répréhensibles et préparé une déclaration publique pour la communauté des affaires de Spokane. Je ne faisais pas que me défendre. J'étais prêt à montrer au monde le visage derrière le masque de Julia. Mes parents ont appelé, leur voix stridente au téléphone. Vous détruisez la vie de votre sœur. Ma mère a accusé. Mon père a fait écho, sa voix pleine de dédain. Votre entreprise se porte bien. Laissez-le tranquille. J'ai raccroché. Ses paroles semblaient creuses. Il s'en fichait quand Julia me volait, mais maintenant il la suppliait. Je m'assis à mon bureau, le dossier devant moi, le cœur stable. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Julia et Kenneth ont essayé de m'enterrer. Mais leurs mensonges les enterraient d'abord. J'ai fermé l'enveloppe, selon mon dernier mouvement. La vérité était prête à éclater. Je ne reculerai pas. Le dossier était complet: contrats publicitaires falsifiés, virements vers des comptes offshore, preuves de paris sur l'application que Julia jurait ne pas connaître. Chaque document, estampillé de dates, de sceaux bancaires et de signatures irréfutables. J'ai tout envoyé par email au conseil d'administration de son agence et à ses clients les plus importants. La vérité n'a pas besoin de fanfare, elle se propage d'elle-même. En quelques heures, Spokane brûlait de scandales. Posts partagés, commentaires incendiaires, la réputation de Julia s'effrite en temps réel. Malhonnête. Incompétent. Une fraude. Les clients ont annulé les contrats les uns après les autres, invoquant un abus de confiance. À la fin du mois, l'agence qu'elle avait bâtie avec tant de fierté fermait ses portes. Julia, la star incontestable, n'était plus qu'une chômeuse parmi d'autres, avec un sale nom et des comptes dans le rouge. L'effet domino était implacable. Ronald, le médecin respecté, commença à être évité dans les couloirs de l'hôpital. Des collègues ont murmuré sur son aveuglement dans la défense de sa fille, remettant en question son propre caractère. Diane, la reine des événements caritatifs, se retrouvait seule aux réunions du conseil scolaire, ses invitations aux dîners et galas disparaissant comme de la fumée. Ils ont tenté de sauver la face avec un dîner explicatif, mais les invités sont repartis tôt, avec des regards incrédules et des excuses murmurées. J'ai appris d'une connaissance que leur maison était à vendre, désespérée de couvrir les dettes de Julia et les frais juridiques croissants. La façade familiale parfaite s'était effondrée, remplacée par des murmures et des regards de pitié. Ils ont supplié. Ma mère m'a envoyé des messages, me suppliant de préparer ça pour Julia. Mon père a laissé des messages, d'une voix dure, exigeant que je rétracte mes déclarations. J'ai bloqué les numéros sans hésitation. Ces paroles n'avaient plus de poids. Kenneth, dans un accès de désespoir, envoya de vagues excuses, à moitié écrites, à moitié copiées d'un guide d'étiquette d'entreprise. Je l'ai supprimé sans le lire. C'était chose faite. J'ai changé de numéro, déménagé mon bureau dans un immeuble du centre, avec vue sur le fleuve, et coupé tous les liens qui m'attachaient encore à eux. Ma famille a choisi les mensonges de Julia. J'ai choisi ma paix. Le fonds de patrimoine Harper n'a pas seulement survécu, il a prospéré. J'ai conclu un contrat d'1 million de dollars avec une banque régionale, mon équipe a doublé de taille et mon nom a commencé à briller sur les listes des plus influentes du marché. J'ai acheté un appartement avec un balcon pour le lever du soleil sur la rivière Spokane, un rappel quotidien que tout ce qu'ils ont perdu, je l'ai gagné. Nathan,
toujours fidèle, a levé son verre lors de notre dîner de fête, son sourire en disant plus que n'importe quel mot. J'ai commencé à encadrer des jeunes femmes dans le domaine financier, partageant mon histoire non pas en tant que victime, mais comme preuve qu'il est possible de se remettre sur pied. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois la leçon gravée dans le feu, ils ont essayé de définir ma valeur. Ils m'appelaient la plus petite des filles, celle qui n'avait pas sa place à leur table. Ils ont utilisé mon succès, volé ma sueur et m'ont laissé de côté alors qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Mais j'ai appris que ma valeur ne se mesure pas par l'espace que j'occupe dans leur vie, mais par la vie que j'ai construite sans eux. Si vous lisez ceci et que votre famille insiste pour vous rabaisser, sachez, vous n'avez rien à prouver. Coupez les liens qui vous étouffent. Construisez votre propre chemin. Le monde est trop grand pour ceux qui veulent le rendre petit. Vous méritez plus. Et je suis la preuve que c'est possible.